Good morning, bonjour. Eh bien, nous sommes en direct du ZCL News. On devrait tout à l'heure entrer en contact avec la Dominique, puisqu'il y a un petit problème de pollution causé par une entreprise guadeloupéenne là-bas à Dominique. On devrait entrer en contact avec Ati Martin, qui est un spécialiste de l'écologie, qui vit là-bas à la Dominique. Et dès qu'on l'aura, on fera le point. Sinon, est-ce qu'il y aura une guerre entre l'Ukraine, l'URSS, enfin l'ex-URSS, je veux dire le pays de Poutine, la Russie et l'Ukraine et peut-être les pays européens? La question se pose. On va entendre tout à l'heure le point de vue de Macron et celui de Poutine. Sinon, on fera comme chaque jour, chaque jeudi, le point Covid avec Olivier Félix. Réunion département Petit-Bourg pour des travaux d'aménagement, bien sûr, Vianney Valvert. Le webinaire tourisme pour les hébergeurs abimiens comme d'habitude. Et le MAS Expoval. Sinon, pour nos invités, je vous l'ai dit, on devrait entrer en contact avec Ati Martin tout à l'heure, en direct de la Dominique. On fera un point aussi avec Alcide Savinien-Donat, le président de la FOLG, administrateur de la CRES, puisque c'est la chronique de la CRES ici tout à l'heure avec Éric Nègre, président du CRAGEB de Guadeloupe, CRES IG aussi. Jean-Luc Divial sera avec nous. Et à partir de 17h30, nouvelle émission, non pas nouvelle émission, nouveau concept dans le ZCL Offside. On va faire un point tout à l'heure sur la commune de Pointe-Noire. On démarre tout de suite, on regarde un peu ce que disait monsieur le président de la République française ce matin. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble.
Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France. C'était donc le message du président de la République française vis-à-vis de ce qui s'est passé cette nuit, puisque vous savez que les Russes ont attaqué l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi. En ce moment, ils ont pris un aéroport de Kiev. Alors les Français et un certain nombre d'Européens, dont l'Angleterre, bien sûr, se trouvent du côté de l'Ukraine et sont prêts à engager probablement des forces militaires. On va voir un peu ce que disait Poutine sur cette même question. C'est parti. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Voilà donc la situation ce matin, ce midi, entre la Russie, l'Europe et l'Ukraine. Question, est-ce que ça va concerner nous vraiment? Bonne question. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. On revient à la Guadeloupe carrément, puisque pour l'instant on n'a pas pu avoir la Dominique. Et on fait comme chaque jeudi le point Covid. C'est Olivier Félix qui s'est rendu sur place. On regarde. Les chiffres qu'on annonce cette semaine sont encore à la baisse, même s'il nous reste un point de vigilance qui est le nombre de personnes à l'hôpital. Ça diminue moins vite que le reste des chiffres, mais tout le reste des chiffres baisse bien. Et donc j'espère que d'ici une quinzaine de jours, on pourra vraiment envisager la fin de toutes les mesures administratives. Mais d'ici là, il faut être sûr que nous avons bien une baisse qui continue. Je rappelle, le seuil d'alerte sur le taux d'incidence Covid est de 50 pour 100 000 habitants. On est à 581 pour 100 000 habitants. Donc on reste sur un niveau de circulation du virus haut, même s'il est clairement orienté à la baisse. On a connu des taux d'incidence à plus de 3 000, donc 581 c'est bien, mais ça reste très haut. Pour ce qui concerne l'activité hospitalière, elle reste importante. Je rappelle qu'on a 19 personnes en réanimation aujourd'hui en Guadeloupe, sur une capacité totale de réanimation de 43 lits et une capacité totale qui est occupée à 83%. Donc il y a certes du non-Covid, mais il y a quand même 44% de patients en réa qui sont des patients Covid. Concrètement, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Novavax va arriver en Guadeloupe autour du 5 mars. Donc c'est un décalage de 15 jours à peu près par rapport à ce qui était prévu initialement. Et c'était une des bases de notre réflexion sur l'application du pass vaccinal qui était prévu le 7 mars et le 21 mars, puisque vous savez, c'est progressif. Et donc j'ai décidé de tirer les conséquences de cette arrivée tardive et on va repousser la mise en place du pass vaccinal à minima fin mars, à minima au 28 mars. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai proposé aux élus qu'on se retrouve à mi-mars, donc autour du 15 mars, pour qu'on décide de la date réelle d'application et puis de la progressivité. Plusieurs éléments vont nous permettre de décider ça. Premièrement, la situation de l'épidémie au moment où on se verra au 15 mars. Ce que je viens de dire juste avant, c'est que j'espère qu'on sera vraiment à un niveau très bas. Deuxième chose, vérifier qu'on a bien le vaccin Novavax qui est arrivé, qu'on a une offre suffisante qui permet d'envisager une vaccination plus importante pour ceux qui le souhaitent. Et puis troisième chose, au 15 mars, on devrait connaître les décisions du gouvernement s'agissant du pass vaccinal de façon générale pour la métropole, l'Hexagone et pour les Outre-mer. Et donc on pourra donc à ce moment-là tirer les conséquences. L'organisation, on est en train d'affiner ça avec des groupes de carnaval à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, mais aussi dans d'autres communes de la Guadeloupe qui veulent organiser aussi des déboulés ou les carnavals pour les jours gras. Tout ça est en train de se caler avec une préconisation que je fais qui est
non pas d'être sous une bulle sanitaire, c'est illusoire, mais de travailler à ce qu'à l'intérieur des boulets ou de ces regroupements, on puisse continuer à être espacé et à porter le masque. Si vraiment il y a une seule consigne qu'il faut donner, c'est porter le masque, même si ça n'est pas très facile dans ces activités, il faut porter le masque. D'ailleurs, on a distribué hier un grand nombre de masques gratuits aux festivaliers pour qu'ils puissent, aux carnavaliers pour qu'ils puissent les utiliser pour eux ou qu'ils puissent les distribuer au public de manière à pouvoir se protéger. De la même façon, on a distribué aussi des autotests gratuits parce qu'il y a les tests PCR ou antigéniques qui sont gratuits et qui demeurent gratuits, mais on a distribué aussi des autotests. C'est le bon moyen de savoir si on est ou pas contaminé avant d'aller faire une activité du carnaval. Et donc on recommande vraiment de se faire tester avant. J'appréhende non pas les jours festifs, mais j'appréhende les conséquences de ces jours festifs dans les semaines qui vont suivre. C'est pour ça qu'on va être extrêmement vigilant dans la semaine qui va suivre et dans la semaine encore suivante, de vérifier qu'on n'a pas une réaugmentation du nombre de cas de Covid. Alors il faut donc rappeler que, premièrement, le pass vaccinal qui devait être appliqué le 7 mars prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, lundi prochain, a été repoussé à la fin du mois de mars. Et le plus beau, c'est qu'en France, ils ont déjà averti qu'il y a un pass vaccinal, ils vont le supprimer. Donc c'était difficile pour le préfet aujourd'hui de maintenir un pass le 7 mars. Donc, quand il a dit, en fit et fente. Et donc, si nous continuons à faire attention, si nous continuons à ne pas créer de cluster en Guadeloupe, si nous faisons attention pendant le carnaval, eh bien, probablement, le pass vaccinal à Yola, eh bien, il paye en nous. Et c'est que tant mieux pour la Guadeloupe, tant mieux pour les commerçants, tant mieux pour le monde culturel, tant mieux pour les cinémas. Enfin bref, la vie qui est au point chimère normalement. On part tout de suite à la Dominique, je vous l'avais dit. On va entrer en contact avec M. Ati Martin, qui est dominicain, parce qu'il y a un problème de pollution qui se pose depuis quelques semaines là-bas. Et cette pollution est l'œuvre d'une entreprise guadeloupéenne. Ati Martin, good morning, bonjour. Bonjour, good morning. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qui a passé. Give us some information about what happened. Qu'est-ce qui a passé exactement? OK. À tout qui ça a passé avec ça fait politique ou ça fait environnement, il y a un pile de bagages qui a passé. Problème à pollution là, dans ces rivières-là. OK. Bon. OK. Non, moi c'est Ati Martin, moi c'est dominicain, oui. Mais grand-papa, moi c'était un monde Martinique. C'est comme ça qu'on dit Noah Mountain. Oui, c'est ça, on comprend ça. Okay. Avec, nous lions en place, qui est Dominique, Nature Island of the World. Ouais. Juste actuellement, ces gens-là qui viennent devant nous, ils n'ont pas jamais détruit le pays. D'accord. Ils ont toujours été capables de précaution pour sauver ces terres, la rivière, c'est vite ça. Ouais. Mais, 15 years, ça a passé. Oui. Donc, nous commençons à considérer un programme direct. Yes. Qui a affecté, qui a détruit ces rivières à Dominique. Dominique ni en pile rivière. Ouais. Gros rivière, etc. Avec ces rivières qui a chez nous en place nature. D'accord. Avec nos conserves. On seul bagaille au passe à vivre sans. C'est débité au passe à vivre si vous parlez. C'est atmosphère, air, avec l'autre là, c'est l'eau. Oui. Mais Dominique, juste actuellement, ni l'eau. Mais c'est d'autres islands là, comme Guadeloupe, Martinique, Antique, ces places comme ça. Ils ont commencé, à couler, ils ont sorti, ils ont pas de l'eau actuellement, quand ils ont tenu 50 années passées. Ouais. Mais Dominique, pas comme ça, puisque nous sommes capables de préserver, conserver, éduquer les gens. Mais ça, nous avons. Nous avons des gens qui font gros machines construction, backhoe, bulldozer, caterpillar. Eh bien, ils ont mis ça à l'arrière nous. Ouais. Tirer sable, c'est gros wash là. D'accord. Puis, ils n'ont pas voulu aller à ces quarries pour prendre ça nous ni là pour y faire chimé, pour y faire caille de ça. Mais qui Ati,
dis-moi, qui l'entreprise qui a fait ça? Qui entreprise qui a fait ça? Ok, nous sommes une compagnie qui parle, il n'y a pas même de compagnie en Dominique, Oui. nous sommes une compagnie en Saint-Lucie, avec nous sommes une compagnie en Guadeloupe, Qui non? Néobourg, qui est Jacques Gadakan. Ah, Jacques Gadakan. Yes. Jacques Gadakan, Ok. qui est une grosse compagnie et même, Oui. avec qui travaille la main en la main avec le gouvernement. D'accord. N'importe bagaille il fait, le gouvernement n'a pas qu'à empêcher, même si ça il a fait qu'à détruire le pays là. Bien. Il a supporté le gouvernement. D'accord. Nous avons parlé avec lui-même, nous avons parlé avec ces gens-là qui travaillent et veillent pour dire, c'est pas vous en faites ça. Donc, on détruit le pays là pour faire qui ça? Pour faire l'argent, plus l'argent, il n'y a pas qu'à coûter nous. Mais quel gouvernement a dit à propos de ça? Gouvernement même, c'est un gouvernement qui corrompt. Ah, C'est un gouvernement qui est là pour saisir l'argent monde. D'accord. Ils sont là pour contrôler le monde. Donc, ils ont tapé un bon ami à Gadakan. Parce que Gadakan, même, comme tu dis, c'est un bon qui pas aimer le monde. D'accord. Comme tu dis, n'importe quoi qu'il fait, même s'il a détruit le pays, détruit le monde, la vie, il ne peut pas mettre ça à tête pour calculer. C'est comme tu dis, c'est des croix. Même en bois. Le gouvernement, c'est un quoi et Gadakan, c'est une autre qualité quoi. Alors, est-ce que. Oui, mais est-ce que le peuple dominicain là, Doubout, qui a goumé contre ça, qui a dénoncé ça, ou bien est-ce que Dominicain qui a accepté ça? Qu'est-ce que ça a passé? Ok, ça qui a passé. À tant longtemps, 20 années passées, mon déc a Doubout fort contre c'est ça. Yes. Mais l'économie à Dominique venu mal. Nous parlons pas d'économie actuellement. Yes. Donc ça veut dire que la majorité des gens là, quand ils travaillent, même si ils travaillent, ils ne peuvent pas taper assez l'argent. Yes. Donc, comme si ils sont helpless. Et le gouvernement a servi situation ça pour contrôler les gens. Pour pas dire, mon gars, mais si on pas ça, on peut dire ça, on peut faire ça. Et le gouvernement a servi l'argent de ces gens-là pour empêcher ces gens-là tout contre ces bidets-là. Donc actuellement, réellement, les gens ne sont pas tout. C'est on détruit les gens qui même nous avons demandé pour venir, mais nous pour garder ça qui est passé à la vie. On est pour garder. Ils ne peuvent pas venir puis ils peur si le gouvernement savent, ils même venir garder un travail gouvernement, un Jack Gadakan fait. Les enfants, ils ont fait le travail, l'eau, etc. Ils ont fait le caille, etc. Donc, le gouvernement, comme si ils ont pas tremblé. Ati, son dernier mot nous demandé, est-ce que vous avez rencontré M. Gadakan pour dire problème là? Nous avons parlé avec, nous voyons monde pour parler avec, mais actuellement, nous ne pouvons faire l'autre qualité, mettons l'autre qualité pressure à ce média. Nous ne pouvons mener le message là. À pays, à Guadeloupe, c'est pour ça que mon appel, ça c'est une bonne chance pour parler avec les gens en Guadeloupe. Il a quitté Guadeloupe. Il y a une loi qui a empêché de faire ces business. Mais il a venu tomber. That's right. Il a gagné un gouvernement. Il a fait n'importe quoi. Il a détruit le pays là. Il a détruit le pays là. Nous avons des portraits et vidéos pour faire qui? Comment il a fait? Comment on peut parler avec actuellement, soleil là, comment de lever à faire là, ça veut dire, c'est live à paquet appelé clou, puis il tire tout ça, bébé, wash à live. D'accord. Mais c'est qu'en fait, on bagaille qui réellement, il a détruit la terre. Petit morceau de la terre, qui a Dominique, il a détruit ça. Ça, pareil. Ok. Nous pouvons empêcher de faire ça. Ati,
toute la Guadeloupe, tant de messages là, et en cas quoi, M. Gadaou, quand il savent ça, quand il est là, parce que nous disons ça dans la télévision là, il y a tant de vous, et nous voyons des trois pictures, des trois images. Donc, nous avons dit merci de ça qui fait, et puis si nous avons d'autres informations à ça, ou pas besoin de perdre, nous avons toujours bailler la voix pour parler, pour savoir exactement la pollution qui a fait en pays Dominique. Merci de crier. Merci à vous pour parler avec vous. Pas de problème. See you next. Bye bye. Bonne journée. OK. Ben, 12h55, déjà eu midi, 1h moins 5, et nous on reçoit M. Alcide Savigny-Douna. Non, Eric Neg. Non, alors je ne sais pas, parce qu'on ne m'a pas donné. La mutualité française. Mais oui. Il y avait, comment il s'appelle Attendez, on va prendre un sujet d'information et on revient vers vous dans un instant, puisque visiblement il y a un petit souci sur ça. Il y avait une réunion du Conseil général à Petit-Bourg pour des travaux d'aménagement et Vianney Valverde était sur place. On regarde tout de suite. Il s'agit pour nous, après avoir observé les situations dangereuses, le manque de confort des usagers de la route, à la fois les autoroutiers mais aussi les piétons, tous les usagers étaient dans cette attente d'une amélioration de l'aménagement des trottoirs et aussi la possibilité d'offrir plus de places de stationnement afin d'accueillir les personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont effectivement la clientèle des différents commerçants que nous avons au rond-point de Barboteau, des clients que nous avons dans le restaurant qui est à 200 mètres et puis de la station d'essence et puis des 12 autres commerces. On est dans un secteur qui est rural mais un secteur dense, un lieu de vie, un bassin de vie qui est occupé par de nombreuses habitations mais aussi de l'activité économique et de l'activité culturelle. Donc il nous fallait prendre des dispositions pour assurer de la sécurité et un meilleur confort de tous les usagers. Les travaux vont durer 4 mois, vont démarrer vers le 15 mars et nous aurons donc 4 mois de chantier qui, je l'espère, ne causeront pas trop de gêne pour la circulation, mais il est évident que pour effectuer de tels travaux, il y aura forcément de la gêne, mais nous savons que nous en attendons beaucoup et que ce sera plus de confort, plus de sécurité et un mieux vivre aussi pour nos concitoyens parce qu'il s'agira aussi de laisser de l'espace pour que les piétons soient dans le confort et puissent exercer leur activité sportive puisque dans ce secteur-là, effectivement, il y a beaucoup d'activités sportives. Et on continue à développer l'information, le webinaire tourisme pour les hébergeurs abîmiens. Eh bien, ça s'est déroulé hier et Maxime Morel et Charlie Dagonia ont suivi ce webinaire pour Canal. Ce webinaire qui a été mis en place donc par la direction du tourisme de la ville des Abîmes a été mis en place surtout pour les hébergeurs. Parce que nous avons constaté qu'il y a de nombreux hébergeurs sur le territoire de la ville des Abîmes et c'est un atout pour eux puisque la ville des Abîmes est au cœur de la Guadeloupe, à quelques kilomètres de l'aéroport Paul-Caraïbe et puis nous connaissons les problèmes du réseau routier et donc il y a de plus en plus d'hébergeurs qui se sont lancés. C'est important de les aider, de les accompagner puisque ce ne sont pas spécialement des professionnels du tourisme et ni de l'hébergement. Donc la ville s'est positionnée pour pouvoir les accompagner, leur donner des conseils et on a vu que ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont des expertes en termes de communication, en termes de numérique, en termes de visibilité photographique. Il y en a beaucoup qui se sont lancés mais qui ne s'y connaissent pas trop. Donc moi en tant que consultante, je suis là pour aider, pour conseiller et mettre en avant effectivement des hébergements qui sont parfois très intéressants mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas assez mis en valeur. Aujourd'hui, je suis venue expliquer aux hébergeurs touristiques de la ville des Abîmes et de la Guadeloupe comment utiliser les réseaux sociaux pour valoriser leur hébergement touristique. Depuis le cabinet consulting jusqu'à la création et l'ouverture, on ne peut pas, même si on a
autant d'exercices que j'ai dans le monde du tourisme, on a besoin parce que il faut, si on veut que tout soit légal, bien, au top et de haute qualité, c'est une nécessité d'être accompagné par les mairies, par l'aglo, comme dit l'aglo, par les banques, les cabinets comptables, la région. Enfin, on a besoin de toutes ces institutions avec son projet, parce qu'il faut venir avec son projet. C'est important d'accompagner les personnes qui ne sont pas habituées aux réseaux sociaux, puisque c'est un outil qui est de plus en plus connu, mais qui parfois est mal utilisé ou est sous-estimé. Et c'est vraiment important d'avoir des professionnels qui permettent d'avoir des contenus de qualité, mais aussi d'avoir un suivi, une analyse au niveau des statistiques, pour pouvoir profiter au maximum de ces outils qui sont vraiment puissants et qui nous connectent avec le monde entier. Ça m'a permis en fait de mettre mes compétences et mes connaissances à profit des abîmés et aussi des personnes qui étaient connectées. Donc ça m'a permis surtout de leur donner des clés, des outils afin de pouvoir optimiser leur business dans le domaine du tourisme. Voilà, il est exactement 13h03. Dans un instant, on va retrouver M. Roumana. Avec lui, on va développer un sujet propre à la mutualité française. Et ensuite, on aura notre ami Jean-Luc Diviel. A tout de suite. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux personnalités qui sont, on va dire, affiliées à la CRES, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de l'activité des associations d'éducation populaire. Je vais parler de Eric Neck. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et Alcide Savigny-Donat, merci d'être avec nous aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu l'éducation populaire et les démarches collectives pour justement l'émancipation. Alors, première question, est-ce qu'on peut nous présenter le CRAGEP? C'est la moindre des choses, puisque les gens comprennent un peu. Qui s'y parle, Eric ou Alcide? Alors je vais présenter le CRAGEP, puisque j'assure depuis 2 années la présidence du CRAGEP, qui est le comité régional des associations d'éducation populaire, qui est effectivement l'émanation du réseau national de la coordination des associations. Donc nous, on est créé en 2006 en Guadeloupe. Notre objectif principal, c'est de fédérer l'ensemble des associations d'éducation populaire. Cela veut dire, pour donner une idée précise, c'est tout le champ de l'animation volontaire et professionnelle. Donc, par exemple, pour que les gens puissent bien se situer, c'est tout ce qui est les associations telles la FOL, la Fédération des œuvres laïques, les Francas, les CMEA, et le GCV et l'ensemble des associations qui en particulier sont dans le champ des accueils de loisirs, également tout le champ traditionnel, les activités au quotidien qui font le lien social au niveau de la Guadeloupe. Mais c'est vrai que nous sommes particulièrement sensibles à ce secteur-là, puisque c'est un secteur animé. Donc notre objectif, c'est déjà de les rassembler pour les représenter comme statutairement au niveau des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, il y a un déficit également de représentation globale. C'est un secteur qui, un peu à l'inverse du COSGOA, c'est-à-dire c'est une fédération, c'est un comité qui regroupe l'ensemble des associations. Donc notre objectif, c'est déjà de regrouper et de dialoguer, de construire collectivement, puisque ce n'est pas toujours évident. Comme vous savez, c'est qu'on fait beaucoup de choses en Guadeloupe, surtout dans le domaine associatif. Mais quelque part, on fait très peu ensemble. Oui, c'est vrai, c'est pas mutualisé. C'est pas mutualisé. Donc, notre combat, depuis quelque temps, c'est effectivement d'apprendre à faire ensemble, de façon à ce que le réseau soit beaucoup plus fort et accompagné par la formation des bénévoles, ce que nous faisons plus régulièrement, par contre, les dirigeants d'associations et les bénévoles. D'accord. Mais alors, l'autre question qui va se poser pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'éducation populaire, monsieur? D'accord. Bonjour et merci aux téléspectateurs de Canal 10 d'être à l'écoute de ce rendez-vous, parce que l'éducation populaire, on ne peut pas dire qu'il y a une définition de l'éducation populaire. On va dans un premier temps placer l'éducation populaire dans le temps. Eh bien, c'est un courant de pensée qui naquit après la révolution de 1789. Que s'est-il passé? C'est les républicains de l'époque se sont dit qu'une nation qui se respecte doit bénéficier en son sein des citoyens qui savent prendre la parole, qui savent participer au débat public, des citoyens éclairés. C'est ainsi, je dis qu'au niveau de la Ligue de l'enseignement, en 1866, Jean Massé créa la Ligue de l'enseignement. Créa la Ligue de l'enseignement. Et dès ce moment-là, on a vu éclore dans toute la France
des clubs de lecture, des bibliothèques, des maisons de quartier qui permettaient aux personnes de se rencontrer et d'échanger. Ouais. L'éducation populaire va se différencier de l'éducation nationale pour la simple raison, c'est une éducation qui se fait sur le terrain, qui prend son ancrage dans le terrain, qui n'est pas subordonnée, je dirais, à un programme institutionnel. Dans l'éducation nationale, l'enseignant doit systématiquement respecter les exigences du programme. En éducation populaire, il n'y a pas d'exigence du programme. On va parler de partir de la personne. On va partir des potentialités de cette personne. Parce que nous savons très bien que chaque individu, quand il naît avec un patrimoine. Et ce patrimoine doit se fortifier dans le temps, avec les expériences, avec les pratiques, avec la rencontre des gens. Eh bien, l'éducation nationale va utiliser tous ces outils, je dirais, tout ce potentiel que possède cet homme. Oui, mais il s'adresse particulièrement à qui? Il s'appelle à tout le monde. Tout au long de la vie. Tout au long de la vie. C'est de la formation tout au long de la vie. L'éducation nationale, l'éducation populaire, c'est quoi? Nous sommes dans la cité. Il y a des personnes qui bénéficient de compétences, qui ont un savoir, mais ce savoir-là, je dirais, ils n'ont pas la possibilité de l'utiliser. Ils n'ont pas des outils pour les partager avec les autres. Donc, on va permettre à ces personnes d'utiliser ce potentiel et les partager avec les autres et le fortifier. On parle de la personne et lui permet d'avoir des savoirs supplémentaires. L'éducation populaire, je dirais, bénéficie, ou les associations d'éducation populaire bénéficient d'un agrément d'éducation populaire. Eh bien, cet agrément a un avantage, c'est qu'il leur permet de bénéficier, je dirais, d'une attention particulière quand ils déposent des dossiers de subvention, je dirais, au service de l'État, aux collectivités territoriales. Il y a une attention particulière qui est portée à ça. D'accord. L'autre question qui se pose, oui, sur cet aspect, ajouter quelque chose, Eric? Oui, sur cet aspect-là, il y a un volet qui est particulièrement important. C'est que justement, comme disait le collègue, c'est que avec les dernières lois actuelles, il y a le contrat d'engagement républicain qui doit être mis en application à partir de janvier 2022. Ouais. Et ce contrat d'engagement républicain, effectivement, contraint les responsables d'associations, les salariés et les bénévoles à rester dans un cadre, des valeurs républicaines et de la laïcité. Et c'est vrai que l'application de cette loi risque effectivement de bousculer peut-être aussi un certain nombre d'habitudes et certaines la compréhension qu'il y a de maintenir cet agrément. D'ailleurs, nous avons envisagé très prochainement avec le CRAGEP d'organiser un temps d'échange avec les présidents d'associations pour leur préparer à ce qu'effectivement qu'il n'y ait pas de difficultés lors de la compréhension, puisqu'il faut absolument signer cet engagement-là lors des subventions à partir du 1er janvier 2022. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on le signe, on ne sait pas quel engagement qu'on a, surtout les 7 engagements, on peut avoir des difficultés de même maintenir son agrément. Et maintenir son agrément, cela veut dire on peut se retrouver également donc, exclu de tout le champ des pouvoirs publics, tout le champ des aides publiques. Et donc c'est pour ça effectivement qu'il faut informer donc, les présidents d'associations sur l'impact que ça a effectivement. Mais il y a un document qui sera envoyé ou bien... C'est-à-dire qu'on envisage très prochainement effectivement donc, de faire un moment d'échange, une rencontre d'échange, comme effectivement ça fait partie des missions donc, du CRAGEP, c'est de pouvoir avoir des temps d'échange, mais effectivement on va communiquer là-dessus quand on va organiser prochainement cette rencontre. Parce qu'elle est déterminante puisqu'on ne se rend pas compte, mais il y a un impact important sur la mise en place. D'ailleurs, changement de paradigme, comme on dit. D'autant que même sur le plan national, il y a énormément de réserves des grandes fédérations nationales, dont le CNAGEP a sorti d'ailleurs un courrier adressé à l'ensemble des élus et l'ensemble également des présidents des collectivités, parce qu'il faut attirer leur attention sur la mise en œuvre, qu'il faut aller de manière plus parcimonie, parce qu'on ne peut pas l'appliquer d'emblée sans peut-être choquer, sans effectivement avoir des points qui peuvent faire débat. C'est en gros, aujourd'hui, on demande au président d'association de faire la police de ses membres. Oui. Et à partir du moment que tu es un membre, je dirais, qui n'est pas dans les rouages de la République, ne reste pas à la lettre, je dirais, les principes républicains, tu peux avoir, je dirais, à rendre des comptes. Et surtout à rembourser également la subvention obtenue si l'État effectivement estime que tu n'as pas respecté les 7 engagements du contrat républicain.
D'accord. Donc c'est quand même une conséquence. Il faut du je voulais simplement ajouter. C'est un gros changement quand même. C'est un grand changement. Juste peut-être pour ajouter, je dirais, les objectifs même de l'éducation populaire, parce que ça donne peut demander, il s'adresse à qui? Oui. L'objectif, je dirais, de l'éducation populaire avant tout, c'est favoriser par tout moyen le développement esthétique de la personnalité. Qui dit personnalité esthétique, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir parler dans des domaines pluriels, les arts, la science, je dis, tout ce qu'il y a. Tous les champs. Tous les domaines. Ouais. Et ça, c'est dit en gros, il y a besoin pour nous d'émanciper le peuple, d'émanciper la population, permettre à que tout un chacun participe à la vie de la cité et prendre part réellement, je dis, aux activités et aux grands débats de la cité. Ça, c'est important. Si en 1866, c'était important, je dirais, d'avoir des citoyens éclairés, aujourd'hui, je crois que ce qui est surtout important pour nous, c'est de trouver le moyen de permettre, je dirais, des rencontres intergénérationnelles pour que les jeunes d'aujourd'hui arrivent à transmettre des savoirs numériques, je dirais, aux aînés. On est dans ce domaine-là. Donc ce sera l'un des prochains objectifs de l'éducation populaire. Il y a des actions particulières du CRAGEP? Oui, c'est-à-dire que d'abord, le premier rendez-vous, c'est très prochainement. Donc, nous sommes en train de préparer cette rencontre avec les dirigeants d'associations, puisque ça me paraît important. Nous avons également la sortie également d'une plaquette effectivement d'information, puisque l'essentiel pour nous, c'est que nous sommes une tête de réseau du champ de l'animation. Oui. Mais, comme on dit, il faut travailler pour que nous puissions nourrir et étendre le réseau. Donc on a effectivement énormément de communication à faire, mais il faut savoir également que même tout en étant un comité régional, effectivement, on n'a pas forcément les moyens financiers, donc on est obligé également... Parce qu'il y a des milliers d'associations en Guadeloupe. Exactement, et l'inconvénient, c'est qu'il faut savoir également que depuis les 2 dernières années en particulier, que le champ de l'animation a été énormément touché. Oui. Beaucoup d'associations également, meurent en silence. Oui, ont de grosses difficultés à émerger en ce moment. Exactement. Il faut savoir, en gros, on a à peu près plus de 800 associations employeuses en Guadeloupe, 14% quand même de l'emploi, donc ce n'est pas rien, puisque tout le champ, quand on parle des ALSH, quand on parle de tout le champ du lien social et également des accueils de loisirs, souvent ce sont des personnes également qui, leur vie également est forcément impactée par la crise actuelle et forcément il y a des difficultés. Mais ce qui est intéressant à prendre en compte pour l'avenir, pour nous, CRAGEP, par rapport à cela, c'est qu'il y a un grand débat effectivement général dont nous participons, c'est sur la revalorisation justement des métiers de l'animation, que ce soit au niveau de l'entrée qu'on connaît le mieux, c'est l'entrée du BAFA, qui est l'animation volontaire. Donc on doit y travailler énormément avec les responsables des structures. D'ailleurs, nous sommes actuellement en travail, nous sommes dans une réflexion commune. Puisque aujourd'hui, il s'agit quoi? Il s'agit de ne pas partir chacun de son côté. Oui. Il s'agit également de regrouper les organismes qui font de la formation, que ce soit volontaire ou également professionnel, pour se dire également, le champ est tellement limité. La crise étant là, il est important pour chacun d'entre nous de ne pas partir de ce côté face effectivement au pouvoir public et aussi arriver effectivement à avoir des conventions, j'allais dire, au moins triennales, pour qu'on puisse, nous par exemple, tête de réseau, nous ne faisons pas de l'activité. Nous sommes plus dans le champ de la réflexion, du regroupement et de l'information des ateliers. Comme là, on aide les présidents à connaître comment faire, par exemple, répondre à un appel à projet, comment faire leur projet associatif. Et surtout, gérer la gouvernance des structures. Beaucoup de structures ne font pas d'assemblée générale. Absolument. Alors, ça signifie aussi que, tu l'as dit tout à l'heure, que les associations en termes d'emploi dans le SS, enfin, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, représente 14% quand même, ce qui n'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire monter un petit peu le taux. Alors, il y a le taux et la qualification. Oui. Parce que c'est la qualité que nous devons... La formation. La formation. Ouais. Donc c'est pour cela qu'effectivement, quand je parlais de grand débat, que nous allons effectivement nous atteler avec les acteurs ici, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis quelque temps, les regrouper, et les fédérations qui s'occupent de la formation, c'est se dire également qu'il faut que nous regardons comment nous pouvons déjà avoir un langage commun, et deuxièmement, comment nous pouvons aussi peut-être mutualiser nos moyens, et aussi également travailler sur la qualité. Parce que l'objectif final, c'est d'avoir une charte d'engagement collective pour que les personnes rentrent dans un parcours de formation dans l'animation, mais qu'on n'y entre pas aujourd'hui, comme beaucoup, par dépit. C'est-à-dire on a fait le tour, on ne trouve pas, on entre dans l'animation. Mais ça devient de plus en plus professionnel.
Alors, le dernier mot que vous pouvez adresser, le message que vous pouvez adresser aux responsables d'associations qui vous regardent en ce moment. Dernier mot, on est déjà au dernier mot. Oui, il y a un dernier mot. Ce sera le dernier mot. Le dernier mot. Il faut dire ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les associations d'éducation populaire se trouvent au même niveau, je dirais, qu'une entreprise privée. Alors que nous, associations d'éducation populaire, nous ne partageons pas de bénéfices, nous ne partageons pas de dividendes, mais on a un besoin. C'est ça l'ESS, le principe même de l'ESS, c'est ça. C'est l'humain, avant tout. On a besoin de nous professionnaliser, d'avoir des experts qui participent à nos travaux, qui nous accompagnent dans ce que nous avons à faire, pour la simple raison, sans cette expertise de travail remis, nous ne serons pas éligibles aux appels d'offres, aux appels à projets. Il y a besoin pour nous de nous professionnaliser, il y a besoin pour nous de se rencontrer autour, je dirais, du CRAGEP, autour de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, je dirais, pour permettre que nos activités soient pérennisées. Oui, mais il faut y voter manif. Ouais, et au fond, comme on dit, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que les associations... Sinon, on va encore me tirer des bretelles. Je tenais quand même, je dirais, à remercier, je dirais, les personnes qui nous accompagnent, je dirais, au quotidien, que ce soit l'État, l'Europe, le conseil régional et le conseil départemental, je dirais, par rapport aux contributions qu'ils nous apportent pour mener à bien cette action. Au quotidien. Oui, on le note, oui. C'est aussi important parce qu'effectivement, comme je disais, beaucoup d'associations ne savent pas qu'ils font partie de l'économie sociale et solidaire. C'est ça, c'est ça le problème, c'est ça le gros problème. C'est pour ça que nous sommes là, parce qu'effectivement, c'est se dit qu'on est dans le même champ, le champ de l'humain, le champ de l'homme avant, effectivement, la marchandisation des actions. Mais pour ça, effectivement, il faut que l'ensemble des pouvoirs publics également nous accompagnent. Et je tiens effectivement à profiter un peu pour remercier également, j'allais dire, l'écoute que nous commençons effectivement à avoir au niveau des pouvoirs publics. Il y a aussi la Ville des Abîmes qui nous accompagne, le CREPS qui nous héberge aux Abîmes. Donc l'idée c'est de dire aux gens, regardez un peu sur le Facebook CRAGEP Guadeloupe et aussi n'hésitez pas à nous appeler puisque plus nous serons ensemble, plus nous serons forts également pour être représentatifs au niveau du pouvoir public. J'ai presque envie de vous dire, vous autres qui venez ici plus souvent. Hein. D'accord. Moi, je vais dire quelque chose, c'est notre dernier rendez-vous, le prochain rendez-vous. Le 17, c'est ça? Le 17 mars, je dirais, et le 28 au 2 avril. Le 17, c'est où? C'est où le rendez-vous? Le 17 mars, c'est un didico, je ne connais pas encore où ça sera. Il y aura une publicité qui sera faite, il y a des communications qui seront faites pour inviter la population à participer au didico. On va parler des chantiers et ateliers d'insertion. On prend mot et puis on souhaite que l'information continue. Et si le besoin se fait sentir. On est là pour ça. Nous que la parole, pas de bon problème. Par exemple, la gratuite, pas de bon problème. Par exemple, le rendez-vous pour expliquer aux associations, ça c'est tout à fait. Alors on attendra la précision pour le 17. Pour le 17, hein. Voilà. 13h26 c'est la deuxième pause. Jean-Luc Divial et puis après on part à Pointe-Noire. 13h33 sur l'avant-dernier épisode du carnaval vu par notre ami Diolo. Bien bonjour. Bien bonjour. Et avec lui, on va aujourd'hui continuer à décrypter un petit peu, j'ai envie de dire, les fondements même du carnaval guadeloupéen tel qu'il est, mais tel qu'il a été d'où il sort. Nous, écoutez-vous. Alors, bien évidemment, depuis que nous avons commencé cette série sur le carnaval, nous sommes en train de suivre les pas de cette femme qui fait son deuil. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de ce deuil permet d'expliquer les différentes façons dont le carnaval se présente dans les différentes îles de la Caraïbe, en Amérique du Sud, même aux États-Unis. De toutes les manières, nous avons bien montré que ce que nous avions dit au départ, tous les carnavals reposent sur un seul mythe qui est un mythe qu'on retrouve en Égypte. Nous le voyons tous les jours. Et cette femme qui fait son deuil, son attitude, sa façon de faire le deuil, nous permet de voir apparaître différents personnages dans le carnaval. Et pour une fois, nous avons pensé à nos amis guyanais. On aimerait bien faire des émissions plus régulièrement concernant la Guyane. C'est une bonne occasion. Nous allons parler des Touloulous. C'est pas des crabes, hein? Voilà. Alors, origine et raison d'être des Touloulous. Vous voyez qu'il y a quand même un accoutrement spécial que nous retrouvons chez les Touloulous. Et c'est spécifique à la Guyane. Mais il faut savoir en fait que tout ceci n'est pas sans nous rappeler des choses qui se sont déployées et reproduites au cours des siècles précédents.
à partir déjà de l'Égypte, et des réinterprétations que les Européens en ont fait et qui ont abouti à certaines traditions. Bon, alors ça se manifeste d'une certaine manière en Europe, mais chez nous c'est différent. Qu'est-ce qu'un Touloulou? C'est un personnage principal du carnaval guyanais. Le Touloulou, c'est la reine du carnaval, on peut le dire. C'est une dame habillée de manière élégante, de la tête aux pieds. Ce sont normalement des femmes dont on ne voit pas une once de peau. Elles portent un jupon, une cagoule, un loup et de longs gants pour ne pas être reconnues. Les femmes vont jusqu'à mettre des lentilles colorées, des perruques et camoufler leur voix. Elles ne portent pas leur parfum habituel, achètent des paires de chaussures pour l'occasion qu'elles ne remettront pas et ne se déplacent pas avec leur véhicule pour garder l'anonymat. Bon, évidemment, l'histoire des lentilles, ça c'est très moderne. Hein, avant, ça n'existait pas. Mais c'est un personnage qui mérite d'être étudié. Alors, à l'origine, le terme Touloulou désigne un homme ou une femme déguisée de la tête aux pieds. Mais généralement, c'est une femme et vous allez comprendre pourquoi c'est une femme. Ce phénomène, dit-on, serait apparu en Guyane à la fin de la période esclavagiste. Cependant, certains considèrent qu'il est attesté dès le début du 19e siècle. Il moque les mœurs et l'accoutrement de la bourgeoisie créole guyanaise. Vu sous cet angle, on peut considérer que le Touloulou, c'est une forme de résistance qui est affichée aussi à travers ce mythe. Mais qui est cette femme étrange, parce qu'il se voile, qui se masque, qui se camoufle sous un vêtement? Il existe plusieurs types de Touloulou et vous allez voir que les personnages de notre carnaval même se retrouvent là-dedans. Alors il y a le roi Vaval, on en a parlé hier, les nègres marrons, les zombies barillés, les Géfarines, les Bobby, Caroline, l'Amour, Soussouri, Djabouj, l'anglais banane, les balayeuses, les bœufs vouloubef, les coupeuses de canne, les djab en embouette, les tololos, les tirailleurs sénégalais, le vidangeur, la diablesse. Oui, la diablesse a un lien avec le Touloulou, vous allez voir, ici en Guadeloupe. Ici, vous avez l'image du Touloulou sous souris, c'est la chauve-souris, mais tout ceci entre dans le décorum de notre carnaval. Le Touloulou a la réputation de courir les balles du carnaval à la recherche de jeunes cavaliers de son choix. Avec elle, elle s'offre la liberté de faire ce qui lui plaît et d'aller aussi loin qu'il lui plaît dans ses relations éphémères. Ainsi dissimulée, elle est méconnaissable de tous et nul, même son époux, n'est en mesure de la reconnaître. Voilà. Et donc vous avez une très belle image de ce qu'est le carnaval, le bal Touloulou en Guyane. Faisons un peu d'étymologie, si vous le voulez. Parce qu'en fait, l'origine n'est pas très clairement établie. Et vous avez toujours la fâcheuse manie pour la langue du dominateur, la culture du dominateur, de vouloir tout s'arroger, c'est-à-dire tout viendrait de lui. Et donc, c'est toujours le même principe, tout viendrait de lui, et c'est par déformation, c'est-à-dire par infirmité phonatoire, que les Africains Guyane se seraient approprié le terme. Donc, on prétend que le terme Touloulou viendrait d'un ancien journal local qui, en 1891, utilisa ce terme pour décrire toute personne déguisée et masquée pendant le carnaval en Guyane. Selon d'autres, il viendrait de l'expression tour de loup qui désigne les femmes portant un loup dans les salles de bal. Celles-ci faisaient continuellement le tour de la piste de danse pour choisir leur cavalier favori. Elle aurait subi une créolisation pour finalement devenir le terme Touloulou. Et ça, on peut s'inscrire en faux contre cette dernière approche, cette dernière vision des choses. Ça ne provient pas de tour de loup. Vous voyez, c'est une tentative de captation d'héritage africain. Ça, c'est une première chose. Et il n'y a pas de phénomène d'infirmité phonatoire qui aurait fait passer tour de loup ou tourlourou, parfois aussi dont il parle, qui désigne un soldat, qui nous aurait fait passer de tourloulou à tour de loup, tourlourou à touloulou. Et vous allez voir qu'on peut dresser l'étymologie de ce terme de façon beaucoup plus simple et comprendre vraiment ce que c'est. Donc, ici, on peut s'inscrire en faux contre ce terme-là. Et je vous dirai pourquoi, tout simplement, avec l'image qui va suivre. Parce qu'aucun Guyanais d'origine africaine n'a attendu sur la langue du colon pour nommer ces éléments culturels. Les Africains, quand ils arrivent en Guyane, ils savent dire tête, soleil, la lune dans leur langue. Donc, ils n'ont pas attendu sur la langue française. Ils savent dire le soleil, donc ils savent nommer aussi leurs éléments culturels. 2.
Ce terme est d'origine africaine et se décompose comme suit. Vous avez déjà Ntou qui désigne l'être humain, donc Ntou, en perdant sa consonne préfixe, devient tout. Mais tout, ça désigne l'être humain. Ensuite, il faut dire aussi quelque chose, c'est que ce tout-là va rencontrer un radical qui va amener l'idée de l'action. Et c'est ce terme que vous allez voir apparaître dans quelques secondes. Ce terme, c'est lé, qui veut dire se mouvoir, bouger, dans les langues africaines, et qu'on duplique pour faire lélé, lélé kohar, d'accord? Mais ce terme en est, la voyelle est porteuse d'une information. Les mots sont des êtres vivants, ce sont des énergies. Donc, et c'est pour ce qui est au devant de soi, l'énergie du devant. Mais le son ou, la voyelle ou, c'est ce qui est obscur, ce qui est caché. Donc, il va y avoir duplication de lé pour faire les lé et accord avec ce qui est obscur, ce qui est caché, le son ou. Et on va passer à loulou. Et ce loulou-là va désigner ce qui se fait de façon obscure, ce qui se meut de façon obscure, de façon cachée. Il y a une science, il y a un code dans notre grammaire, dans notre étymologie, qui peut être approché avec les langues fondamentales de nos ancêtres, à compenser par les langues congolaises. Donc, loulou, c'est ce qui se meut de façon cachée. Donc, vous voyez bien qu'on peut tirer de là une conclusion toute simple. Nous allons laisser venir, voilà, notre conclusion, et qui va établir deux termes. Alors, déjà, touloulou désigne l'être humain qui se meut de façon cachée, de façon masquée. Donc voilà, c'est vraiment ça un touloulou. Et donc, on en revient à la définition de toute personne masquée pendant le carnaval. Mais pour parler du touloulou, il faut parler de Marie l'Égyptienne. C'est une tentative de l'Église, du christianisme, de s'approprier les mythes de l'Égypte. Alors vous allez voir qu'on va vous parler de cette Égyptienne, mais qui a des traits européens, et qui est maigrelette, et qui vit dans la pauvreté, qui n'a même pas de bons habits. Et on dit que cette femme aurait rencontré la lumière et qu'à cause de cette lumière, eh bien, elle entrerait dans une forme d'ermitage. Tout ceci raconte encore ce fameux mythe du grand festin qui précède la période de pénitence. En tout cas, on voit bien qu'il y a une captation des éléments culturels anciens et pour les intégrer au christianisme. Alors, cette fameuse déesse qu'on avait vue et qui est translittérée, dont le nom est translittéré René-Noutet, est identifiée à Isis. Et Claude Traunecker, qui est directeur de l'Institut d'égyptologie de Strasbourg, un égyptologue, souligne qu'elle apparaît dans le christianisme sous les traits de Marie l'Égyptienne. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Marie l'Égyptienne? Eh bien, elle serait née en Égypte dans les premiers siècles de la chrétienté, ce que dit la légende, a vécu à Alexandrie où elle arriva alors qu'elle avait 12 ans. Elle vivait dans la luxure, se prostituait dans tous les lieux de débauche de la ville. Un jour, qu'elle allait avoir 29 ans, elle rencontra des pèlerins qui partaient pour Jérusalem sur un bateau. Encore un bateau. Elle décida de les suivre en payant son passage de ses charmes. Voilà. Alors, ils arrivèrent tous devant la basilique de la Résurrection le jour de l'exaltation de la Sainte Croix. Tous y entrèrent pour faire leur dévotion, mais Marie ne put franchir le seuil. Une force la repoussait chaque fois qu'elle voulait passer. Désespérée, elle se tourna vers l'icône de la Vierge Marie qui n'est qu'Isis et la supplia d'intercéder en sa faveur. « Moi, je suis dans la forge du péché et vous êtes la plus pure des vierges. Prenez pitié d'une malheureuse et faites pour mon salut que je puisse adorer la croix de votre divin Fils. » Aussitôt, mon cœur fut apaisé, dit-elle, et aucune force ne me retenant plus, j'entrai dans le sanctuaire comme porté par les flots. Donc, vous voyez que cette façon de faire la spiritualité, de faire la religion, a toujours dérangé les autres qui n'ont pas la même pensée symbolique, et ils ont eu tendance à faire une forme de colonialisme et faire en sorte que toutes ces fêtes disparaissent pour mieux imposer leur mythe, pour mieux imposer leur système religieux et qui a incité les hommes à la pénitence. Et donc, vous voyez qu'on vous dit que cette femme qui avait tendance à bien s'abuser et à vivre sa vie et qui, vue par l'Occident, était une forme de pécheresse, de libidineuse, qui vivait de la concupiscence, eh bien, elle s'est rangée, mais elle vit pauvrement. Et voilà, et on dresse ce modèle-là en montrant que l'Égypte même s'est convertie.
mais en fait, c'est une falsification en fait des mythes anciens et c'est une façon en fait d'écraser, de détruire la culture des autres. Voilà. On peut parler du culte d'Isis, oui, on termine. Le culte d'Isis, repose sur ça parce que quand les Romains, les Grecs vont s'en approprier, eh bien, les femmes iront jusqu'à se prostituer. Les Valentinades au Moyen-Âge, eh bien, c'est un jour où la femme a le droit de sortir, la femme mariée, et aller rencontrer le jeune homme de son choix et faire ce qu'elle veut, et le mari n'a rien à dire. Ça, c'était pendant le Moyen-Âge. Donc, j'ai tenu à parler de ça. Et c'est pourquoi, par exemple, on nous parle dans le Léos de la Diablesse et pourquoi Kainana, c'est un lieu un dancing réputé pendant le carnaval parce que c'est le lieu où Nana ou chez Paulina où les femmes, les Touloulous se rencontrent et vont danser. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. On va vous remercier et demain, on va faire un petit tour d'horizon sur le carnaval. Ibout. Merci. Merci, Jolo, 13h46. On va revenir à cette nouvelle... on va dire cette nouvelle fonction du ZCL, puisque désormais, il y aura un ZCL offside. On sera à l'extérieur. Et donc, le premier focus qu'on a choisi, c'est Pointe-Noire, avec une petite équipe avec Sandy, puisque Sandy fait son magazine chaque jeudi à cette même place. Et donc, avec elle, nous sommes allés à Pointe-Noire, puisque c'est Communaille. Et donc, on va découvrir un peu ce qui s'est passé là-bas. C'est parti. Bonjour, c'est Sandy Kelly pour la chronique S2M et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau concept, le ZCL Offside. Le ZCL Offside est une fenêtre ouverte sur notre très belle Guadeloupe. Un magazine déconfiné, un vrai bol d'air qui sera également déterminé par l'actualité culturelle, sociale, économique, événementielle et musicale. Et pour cette première édition dont nous avons comme marraine Madame Géraldine Nègre, nous avons été très bien accueillis afin de faire un focus sur le centre intercommunal René Philogène. Je vous laisse découvrir également en images quelques lieux de la très belle commune de Pointe-Noire. Let's go! Pointe-Noire est une commune française située dans le département d'outre-mer de Guadeloupe. Elle doit son nom aux roches volcaniques qui hérissent la pointe nord du village. S'étendant sur 59,7 km² de superficie totale, la commune de Pointe-Noire se situe sur la côte ouest de l'île de la Basse-Terre, appelée Côte-sous-le-Vent. Elle se situe sur le versant occidental du massif volcanique de Basse-Terre qui se jette abruptement dans la mer des Caraïbes. En 2019, la commune comptait 6031 habitants. Merci de nous recevoir au centre Philogène. Alors, qu'est-ce que c'est ce centre exactement? Alors, le centre intercommunal René Philogène Bic Yandé 3 est un centre, comme son nom l'indique, intercommunal, qui permet donc d'être un socle commun pour un projet intercommunal et qui s'étale sur plusieurs activités. Premièrement, de la formation et éducation, de la création et de la diffusion. Alors, ce centre n'est pas encore opérationnel, mais qu'est-ce qu'il offre aux gens de l'intercommunalité, justement?
Alors, dans l'esprit de l'intercommunalité, il s'agit pour nous de porter un projet qui va desservir les 6 communes de la CNBT, particulièrement dans le domaine de la culture, donc musique, danse, théâtre. Nous avons aussi conservé les arts martiaux, puisque historiquement, les arts martiaux se trouvaient ici dans le bâtiment. Et l'escrime à Pointe-Noire, on connaît. Et voilà, donc nous avons voulu garder cela dans le projet. Mais aussi, il y aura une partie sociale, avec des partenaires comme la mission locale, comme le Pôle emploi. Et bien sûr, enfin, la diffusion avec le ciné-théâtre, où on aura la projection de films, mais pas que. Ce sera vraiment un espace de diffusion pour la culture en général, où tout le monde pourra trouver sa place. Alors, un jeune, disons, de 12 ans qui arrive ici, qu'est-ce qu'on lui offre théoriquement, pratiquement? Pratiquement, il y aura des cours de musique, donc du piano. Quoi de la musique? Musique, danse, théâtre. Donc il y aura du piano, il y aura de la danse traditionnelle. Il y aura aussi de la MAO, la musique assistée par ordinateur, qui sera directement reliée à notre studio d'enregistrement. Et puis tous les arts en fait trouveront ici leur place. Alors vous êtes vous-même ancienne prof de musique, vous avez travaillé dans un centre culturel qu'on connaît. Quel est votre apport en ce centre Philogène? Alors j'ai un apport de directrice, oui, bien sûr. mais aussi dans la pensée du développement du centre. On va créer une atmosphère, si vous voulez, qui va permettre à tout un chacun de se retrouver culturellement, mais surtout de manière artistique. Donc il s'agira pour moi, avec mon équipe pédagogique, de trouver des points essentiels qui permettent de répondre, par exemple, à l'estime de soi, au développement de l'humain, et tout cela en mettant en exergue les différentes disciplines que nous aurons à pratiquer ici. Alors pour finir, on pouvait remplir au piano de temps en temps? Eh bien, je donne ma langue au chat. Ah non, pas au piano. Je donne ma langue au chat. Merci pour le joker. Voilà, merci. Parfait. Bienvenue à 3S. Oui. C'est un plaisir de t'accueillir à 3S. Qu'est-ce que c'est 3S? 3S, c'est une jeune société de service à la personne implantée il y a maintenant 1 an et 4 mois sur Pointe-Noire. Je suis bien content de connaître. Je vais te faire découvrir. Je te présente Gianni. Gianni Archelerie, que tu vas retrouver à l'accueil le samedi. Et je te présente Yolène, la responsable de secteur, qui va te parler un petit peu de 3S. Yolène, c'est quoi exactement 3S? 3S, c'est une société de prestation de services. Donc, en fait, on intervient chez le particulier et on vous propose de l'aide ménagère. 3S propose de l'espace vert. 3S vous propose aussi la garde d'enfants à domicile et tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées. 3S intervient également pour les cours de soutien et l'aide aux devoirs. Quelle est ta fonction à 3S? Alors, moi, 3S, j'interviens pour évaluer vos besoins. En fait, je me déplace, je viens chez vous et je vois avec vous tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de ménage, vous avez besoin de jardinage. Donc, l'évaluation du jardinage, je le fais avec le jardinier. Donc, en fait, vous avez un grand terrain à entretenir. Et donc, en fait, on évalue avec vous si vous avez besoin d'élagage. Et donc, en fait, par la suite, je vous fais un devis. Et donc, on discute pour le devis. Et puis, d'accord, voilà. C'est une prestation, voilà, c'est ça. Donc les prestations sont multiples en fait? Les prestations sont multiples à 3S. Une palette de prestations, de l'aide ménagère, l'espace vert, la garde et le maintien à domicile des personnes âgées. Alors une dernière chose, 3S c'est seulement Pointe-Noire? 3S intervient sur toute la Guadeloupe. Voilà. Pour le secteur Pointe-Noire, nous intervenons aux Abîmes, aux Gosiers, sur toute la Guadeloupe.
il y a d'autres choses que tu n'as pas dit alors. Alors, 3S met en avant la qualité du service. Donc, en fait, moi, quand j'interviens, quand l'aide ménagère intervient chez vous, donc en amont, je viens évaluer les besoins, mais après, il y a tout le suivi qui est fait par rapport au service qui vous est rendu à 3S. Donc, en fait, tout le long du processus, il y a un suivi qui est fait. Donc, la responsable du secteur veille à ce que la qualité du service réponde à vos besoins. Là. Je te remercie. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Bonjour Sandy. Content de te retrouver. Moi aussi Sandy. Bienvenue. Parle-nous de la boucherie. C'est une petite boucherie familiale, authentique et avec l'expérience des parents datant de plus d'une quarantaine d'années. Et donc je travaille avec mon frère Ronnie qui est le boucher, qui essaie de promouvoir un petit peu les produits du pays. Donc ce sera la viande locale, c'est-à-dire le bœuf que vous voyez dans les savanes, le porc aussi, un petit peu de lapin en période, le poulet fermier et puis tout ce qui est viande locale. Voilà. On fait également les produits transformés, c'est-à-dire les saucisses, composition de porc ou bœuf, ou des fois on inverse, le boudin créole, les brochettes et puis les plats cuisinés. Nous sommes ouverts de 7h30 à 14h le week-end et en semaine on ouvre un petit peu plus tard, 8h30. 14h selon la demande. Et donc vous pouvez passer la commande chez Ronnie 0690 63 45 85. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Salut Solange. Bonjour Sandy. Comment vas-tu? Très bien ma chérie, et toi? Très bien. Je suis dans ma commune, je suis dans une très belle section, donc je vais bien. J'imagine. Voilà. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Super. Et puis, bienvenue à vous. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, Solange, de l'histoire de l'épicerie Cérème? Alors, l'épicerie maman est installée depuis 1976, après les événements de la Soufrière. Donc, on avait déjà un commerce sur Rivière des Pères, Basse-Terre, épicerie La Croix. Et ma mère, en revenant dans sa commune natale, elle a décidé d'y rester, de ne pas repartir sur la Basse-Terre. Donc, elle a créé son commerce. 76, donc je te laisse faire le calcul. À peu près 40 une quarantaine d'années. Voilà. Et moi, j'avais 3 ans à l'époque. Donc, voilà. Et tu as repris là? Récemment, ça fait à peu près 6 ans. 6 ans que j'ai repris, puisque fallait faire un choix, mes parents partant à la retraite. Donc j'ai dû faire un choix et c'était tout naturellement. Après mes activités
J'ai toujours été dans le commerce. D'accord. J'ai l'impression que c'est inné. J'ai toujours été. Mon premier magasin, 20 ans. J'avais 20 ans. Et donc, c'est tout naturellement, quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui. Alors, on trouve tout ce qui est nécessaire. Alors, ce sont des commerces, comme on dit avant, lolo, de proximité, de dépannage, ou voilà. Donc, on trouve de tout. De l'huile, de la morue, des queues, le petit carnet de crédit encore. Et puis encore le petit carnet. Oui. Le petit carnet de crédit. Bon, j'ai diminué, puisque vu la conjoncture, j'ai diminué sur le montant. Et sinon, après, j'ai rajouté des services qu'on n'avait pas. Le paiement par carte, voilà. Tu as modernisé un petit peu. J'ai modernisé, voilà. Je modernise au fur et à mesure. Sans trop perdre le cachet. Exactement, avec le service au comptoir, parce que pendant une période, j'ai pensé moderniser totalement. Et là, je veux garder le comptoir. Super, voilà, les horaires d'ouverture? Alors, on est là depuis 6h du matin. Ah ouais, quand même. Mon beau-père, il va chercher le pain, il revient 6h30, 6h, et jusqu'à 21h. Voilà. Et des fois, au-delà, quand je fais des animations, parce que ça m'arrive de faire des animations, là pour Noël. Donc, c'était ma façon à moi de recevoir les clients. J'avais mis le chapiteau, des amis avec leur rouka. Ils sont venus et puis on a passé un super moment. Vraiment. En fait, c'était moi qui voulais leur offrir quelque chose. C'est eux qui me l'ont offert. Super. En tout cas, je te remercie, Solange. Merci, ma chérie. Vraiment, ne manquera pas de venir te rendre. Je l'espère. Et je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Ok. Merci. Ça va. On te voir, il y a de belles choses aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui et mercredi. C'est de très belles choses. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un peu du panier d'Odette? Eh bien, le panier d'Odette, c'est une enseigne qui a près de 40 ans. C'était le magasin de ma mère. Et puis, je l'ai repris et jusqu'à présent, on continue, quoi. On fait des produits locaux, spécialement des produits locaux. C'est un primeur. Voilà, c'est un primeur et puis on fait beaucoup de produits locaux. J'ai vu que tu fais du sirop aussi, du coup. Oui, je le fabrique moi-même et c'est d'une fabrication artisanale, du sirop de zébabique, de gingembre, du curcuma gingembre, du curcuma gingembre groseille. Et les clients sont contents. Et le samedi, il y a l'animation ici, le samedi. Eh bien oui, c'est le grand jour le samedi, c'est le jour où on vend du boudin. Et sur Pointe-Noire, je pense qu'on est pas mal sur Pointe-Noire. C'est le grand jour. Super, je vais faire un tour pour voir un peu ce que tu as. Ah, d'accord. Alors bisous, qu'est-ce que tu fais? Ça va, la journée ça a bien commencé. Très bien. Moi je suis là, ça va, aujourd'hui mercredi, c'est pour des légumes de français et je suis en train d'aider. Je suis sa soeur et j'ai toujours porté dans la français. Donc j'aide, je place, elle va chercher au marché et moi je place. Les horaires d'ouverture? Alors les horaires d'ouverture c'est 7h30, 14h. D'accord. Du lundi au samedi, l'après-midi c'est fermé. Du lundi au samedi et nous sommes là opérationnels. Avec l'accueil qui est toujours. Avec l'accueil pour nos clients pointe-noirais.
merci de m'avoir invité en tout Mais cas. attends, c'est un plaisir. Depuis le temps que je veux que tu viennes ici au Pointe-Noire. Ah ben ça y est, c'est fait. C'est Pointe-Noire, c'est une commune où j'ai vécu quand j'étais très jeune. D'accord. Et puis j'avais un peu oublié. Bien content qu'on vienne là. Et moi, à casa, moi ici aussi. Moi, en Guadeloupe, hein. Et tu as vu, hein, on a vu de belles choses. Hein. Vraiment. On a rencontré des personnes vraiment formidables. Et on a la marraine de l'émission. La marraine de l'émission, oui. Madame Géraldine Nègre. Qui nous a reçus. Non, très bien reçu. Première édition, première émission, vraiment top. Ça promet pour la suite. Donc le ZCL Offside, c'est parti à Pointe-Noire. Je suis content d'être revenu pour faire la première émission du ZCL Offside à Pointe-Noire. Top. Restez connectés. Voilà bien, c'est fini pour ce premier numéro du ZCL Offside. Je peux déjà vous dire que le prochain numéro est déjà programmé avec Sandy, Kevin et toute la petite équipe. Et nous serons cette fois-ci à DE, puisque nous décidons d'écouter que monde pas guerre avec la télévision à Yo. On va donner la parole aux DEisiens. Et puis après, on va continuer sur la côte sous le vent. Et puis nous arrivons à passer. Voilà, 14h07. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début de ZCL M. Ati Martin depuis la Dominique, avec l'on a fait le point sur une pollution qui est créée par l'entreprise Gadaoukan, entre autres. Jacques Gadaoukan, il a expliqué ce qui se passe à Dominique dans les rivières. Ils ne sont pas contents et ils sont en train de se mettre en mouvement. On aura l'occasion de recevoir M. Gadaoukan pour qu'il puisse nous expliquer exactement ce qui se passe. On a reçu ensuite Eric Neg et Alcide Savinien-Dona, avec qui on a parlé de le CRAGEP, très important. Et ce sont des gens qui sont venus parler de ce qui va se changer, ce qui va changer dans les associations. Il va falloir être très véhiatif. À partir du 17 mars, il y aura d'ailleurs une manifestation, un semblé des associations, voir un peu comment aujourd'hui gérer les associations autrement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et puis on a terminé avec Jean-Luc Divial Djoulot, sur le carnaval et l'explication du Touloulou. Et puis nous avons vu le premier numéro du ZCL Offside qu'on va retrouver probablement demain à une heure un petit peu de meilleure écoute. Et puis dans l'information, on a fait le point Covid, le point aussi Ukraine, puisque la Russie a décidé d'attaquer le pays, l'Ukraine, l'Europe et particulièrement Boris Johnson de l'Angleterre et le président français Emmanuel Macron se positionnent, ils ont envie d'entrer en la guerre avec la Russie, ça c'est pour le maillot. On espère que les Guadeloupéens sont morts à ça. Et puis, on a parlé aussi du point Covid, puisque hier, à la préfecture, on a expliqué que le couvre-feu et le pass vaccinal sont repoussés pour l'instant, c'est plus le 7 mars pour le pass vaccinal, et le couvre-feu, il est désormais au-delà de 22h, 23h, 5h, 6h du matin, tout le monde qui est content, le carnaval pourra se dérouler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Et puis demain, on se retrouve pour le dernier épisode de cette semaine avant le carnaval, avant Vaval. On sera avec nos amis habituels. On sera Simone Schwarzbart aussi demain, d'ailleurs. Nous aurons l'occasion de parler. Allez, ciao, bye bye. À demain, il finit.